Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver comme chaque mardi sur votre chaîne Canal Algérie pour votre émission Ma famille, ma vie. Alors aujourd'hui pour le débat, nous allons parler de burn-out parental ou comment alléger la charge mentale. Conseils pratiques, nous parlerons de lecture pour enfants. Quel livre, pour quel âge? Et pour finir, l'info de la semaine avec Leïla Djoupour. Et sur ce, je vais rejoindre mon invité. Tâches ménagères, charges familiales et contraintes professionnelles forment la fameuse charge mentale. Devoir penser à tout, anticiper, planifier, prévoir, c'est épuisant. Il existe des solutions pour diminuer et mieux répartir cette charge mentale. C'est d'ailleurs l'objectif de cette émission aujourd'hui, mieux comprendre ce qu'est la charge mentale et proposer des méthodes ou dispositifs pour l'alléger. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, Dr Intissar Lazougli, vous êtes psychiatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia et merci de m'avoir invitée. Très bien, donc avec vous, nous allons parler de charge mentale qui conduit forcément à un burn-out parental. Alors, comment peut-on définir la charge mentale ? En fait, c'est comme vous venez de le dire, la charge mentale, c'est le fait de penser toujours à tout. C'est-à-dire tout ce qui concerne le foyer, entre organiser et exécuter sans répit, même lorsqu'on est au travail et en famille. Et le fait d'avoir tout le temps une conscience pleine de pensées envahissantes qui concernent l'organisation et la planification de toutes les tâches domestiques et éducatives, ça va consommer, ça va demander une vigilance permanente, ça va demander beaucoup de temps et uniquement ça va consommer de l'énergie psychique, ce qui risque d'être épuisant à la fois d'un point physique et émotionnel. Et concrètement, donc, ça consiste au fait, par exemple, d'être au travail et on a tendance à planifier à l'avance les repas, organiser les courses, tout en gérant le budget, à prévoir les inscriptions des enfants, voire prendre des rendez-vous, etc. Oui, donc ça pèse lourd, on va dire, sur le moral et sur le physique. C'est comme son nom l'indique, c'est comme son nom l'indique, charge mentale, c'est charger son esprit, voilà, donc des pensées qui concernent toujours la gestion du foyer. Très bien, donc nous allons suivre un reportage de notre journaliste Farid Abdelmeslim et on revient. Au papa est un bonheur. Beaucoup de parents témoignent de ce sentiment d'accomplissement quant au fait d'avoir eu des enfants. Les responsabilités qui viennent avec et les tâches quotidiennes engendrent des difficultés qui sont parfois à l'origine d'un état de fatigue profond, rendant la réalité différente et bien loin de l'idéal dont ils ont rêvé, jusqu'à parfois en souffrir de ce qu'on appelle burn-out parental. C'est quoi un burn-out parental? En fait, c'est un trouble qui est déterminé, on va dire, par 3 symptômes. Le premier symptôme, c'est l'épuisement parental. En fait, ce n'est pas juste une fatigue qui peut partir après 2-3 bonnes nuits de sommeil. Donc l'épuisement, c'est que quand la personne elle est dans cet état, le fait de se réveiller le matin et de penser à tout ce qu'elle doit faire avec ses enfants, elle est déjà épuisée. Le deuxième symptôme, qui est en même temps un mécanisme de défense par rapport à la personne qui est dans ce trouble-là, c'est la distanciation affective. Ça veut dire qu'avec l'enfant, on a du mal à rentrer en lien. On est plus en pilotage automatique, ça veut dire qu'on fait ce qu'on a à faire mais sans être lié émotionnellement. Et on en a un troisième qui est la perte de plaisir. Ça veut dire et surtout c'est une histoire aussi de se dévaloriser par rapport à l'image qu'on se donne comme parent. Donc la personne, elle est incapable, par exemple, d'éprouver du plaisir quand elle joue à la pâte à modeler avec l'enfant ou quand elle partage un repas peut devenir extrêmement compliqué à gérer. Sortir du tabou et décrypter ce qu'est le burn-out parental commence d'abord par une prise de conscience. Premier point d'alerte, c'est si par exemple je suis une maman qui avait l'habitude de jouer avec ses enfants, je suis de nature plutôt calme et tout, et du jour au lendemain je vais me retrouver exaspérée par les petits gestes du quotidien.
C'est-à-dire un enfant, par exemple, je ne sais pas, qui fait tomber son verre et j'ai une réaction émotionnelle disproportionnée. كي تنوضي الصباح وتشوفي ولادك كيفاش تحسي روحك؟ نحس روحي عيانه. انا مانيش فاهمه وعلاش كي نشوف ولادي نحس روحي عيانه. ماذا بيا لو كان ما نتلاقاش بهم. داكور. باسكو عندي بزاف حاجات لازم نديرهم وعندي لي سونتيمون بلي كرهتي. هذا واش نقدر نقول لك، انا كرهت. وراكي تقدري طيبي لهم، تلعبي معاهم. صعيب عليك. صعيب. يجيني كلش ثقيل. كي يجي وليدك يحضنك شوفي ماذا بيا حتى واحد ما يتقرب ليا. ماذا بيا حتى واحد ما يتقرب ليا. داكور. ندير الحاجه مي بصح ما تدناوش ليا. ما تحبيش تسمعي حسهم يجوا العياط تلعبي معانا. شوفي لو كان يغلطوا ولا الدار نقدر نقلبها بالعياط. داكور. وتقدري تضربيهم؟ ضربتهم. ولات يدي خفيفه. نندم كي نبدا نخمم، بصح يدي ولات خفيفه. La deuxième indication, c'est je ne retrouve plus le plaisir d'être parent. Le problème, c'est que quand on met beaucoup de temps, parce que pourquoi il y a une notion de honte, c'est pas normal d'en avoir marre de ses enfants. Donc généralement, on n'en parle pas dès les débuts, c'est-à-dire quand ça commence à s'installer et quand ça vraiment je dirais le burn-out s'installe et ça creuse, à un certain moment on peut même avoir des envies suicidaires, des envies et surtout avoir des comportements peut-être agressifs, de maltraitance avec l'enfant. Être accompagné, savoir gérer son stress et ses émotions afin de pouvoir concilier entre ses besoins personnels et ceux familiales. Ce sont là quelques pistes proposées pour prévenir et rebondir de ce mal-être et retrouver son équilibre. Si le burn-out, si c'est les débuts, juste un accompagnement, donc ça peut être dans des centres ou avec un psychothérapeute, ça peut être juste par une prise de conscience de la famille et du coup on met en place une stratégie parce que la personne elle est en burn-out parce qu'elle est incapable de s'écouter et d'écouter ses besoins. Donc par exemple, aller prendre un bain pour se faire plaisir, non, il faut que je joue à la pâte à modeler avec mon fils. Malgré que jouer à la pâte à modeler, c'est pas un moment de plaisir pour elle. Donc énergétiquement, émotionnellement, elle va se vider, donc elle est totalement coupée de ses besoins et à un certain moment, ça va complètement ressortir. Et là, le rôle c'est-à-dire de l'environnement, c'est d'accompagner. Si on veut s'en sortir du burn-out, il y a tout un travail à faire sur soi. Pour pouvoir traiter le burn-out parental, il faut qu'il y ait une balance entre les stresseurs et les situations ressources. Les stresseurs, c'est quoi? C'est tout ce que je dois faire pour mes enfants, mes tâches, mes responsabilités. Et les ressources, c'est ce que je peux faire pour moi, pour me ressourcer, pour me retrouver et pour m'aimer. Contextualisé à la vie privée et familiale, le burn-out parental est souvent associé aux mères, alors qu'il peut aussi s'agir des pères. Saturation, épuisement, fatigue intense. Soyez attentifs, gare au burn-out. Alors, comme on vient de le voir dans le sujet, c'est souvent associé aux mères. Je reprends ce que notre journaliste a dit. Alors, qui sont les plus concernées? C'est vrai que c'est les femmes qui sont les plus concernées? Oui, tout à fait. Donc, d'après ce qu'on voit dans notre consultation de tous les jours, c'est les femmes qui sont sujettes beaucoup plus à cet épuisement de gérer. Je ne dis pas que les hommes ne participent pas aux tâches domestiques, mais ils sont moins concernés par ce perfectionnisme domestique qui a tendance à étouffer beaucoup plus les femmes. Il faut savoir que ça touche un certain profil de femmes et ça ne concerne pas uniquement les femmes mariées avec des enfants, ça touche toutes les personnes qui ont des enfants, qu'elles soient divorcées ou bien veuves. Donc c'est en fonction du degré des responsabilités. Et le papa peut se retrouver en burn-out parental? Il peut si c'est un papa célibataire. Hein. D'accord. Et pourquoi ça touche plus les femmes que les hommes. En fait, Mounia, on a d'abord le fait qu'on n'a pas la même façon de gérer son temps entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, les hommes, ils se plaignent rarement d'en manquer, contrairement à la femme. Ouais. Ensuite, ils ne mettent pas leur priorité au même endroit. Par exemple, si un homme il va aider sa femme, par exemple, il va faire la cuisine, il ne va pas forcément nettoyer après. Par exemple, il va pas, le fait de sortir le matin en laissant le lit défait, ça ne va pas le déranger.
Mais en parallèle, ça ne va pas les empêcher de gérer. Donc, ils vont accompagner les enfants à l'école, ils vont faire les courses. Par contre, la femme, elle a tendance à enchaîner plusieurs tâches en même temps, donc tout en les organisant mentalement. C'est-à-dire que les hommes, ils s'embêtent moins sur le plan mental par rapport aux femmes. Et ensuite, on a donc le congé de maternité, l'arrivée d'un enfant. Donc la maman, elle est en congé de maternité, donc ce qui lui permet de passer une période assez longue toute seule avec son enfant. Donc elle va s'habituer à le prendre en charge, ce qui va permettre de prendre une longueur d'avance par rapport à l'homme qui est difficile à rattraper. Et ne pas oublier également le volet historique et sociologique, c'est-à-dire qu'on a un héritage du passé d'un certain modèle éducatif et parental. C'est-à-dire que le véhicule une certaine image de la maman, où on apprend à la femme de toujours bien paraître et de bien s'occuper des autres. C'est-à-dire dans une certaine mesure où les femmes s'investissent un peu trop. Et beaucoup d'hommes, ils sont élevés également par des femmes qui n'ont pas travaillé ou bien qui ont travaillé à temps partiel, donc ils n'ont pas reçu cette identification. C'est-à-dire même s'ils ont tendance à aider donc, leurs femmes, ils ont ce sentiment d'innover. Donc historiquement, depuis longtemps, c'est les femmes qui portent la charge domestique et ce système éducatif, il n'a fait que encore transmettre ce schéma, reproduire tous ces schémas. Très bien. Donc j'ai un premier témoignage. Donc je vous le rappelle, vous pouvez toujours nous envoyer vos témoignages sur les réseaux sociaux. Donc on a fait une annonce sur les réseaux sociaux, un appel à témoins sur la page de Canal Algérie ou sur ma propre page Mounia Witis. Et c'est Samira qui nous écrit le partage des tâches. En fait, ce qui me fatigue le plus, c'est d'être obligée de demander de l'aide. Lorsque je demande, je passe pour une enquiquineuse qui ne sait pas se débrouiller seule. Lorsque je ne demande pas, je suis la femme, entre guillemets, relou, qui montre qu'elle est surchargée de tâches pour faire culpabiliser les autres. Je ne m'en sors plus et ce qui me fait peur, c'est en cas de problème de santé ou de déprime, je ne sais pas si mon conjoint assumerait une part de mes tâches. Je sais que je ne peux compter que sur moi-même pour que les choses soient bien faites. On a tendance, nous les femmes, à dire non, je ne délègue pas, je fais tout moi-même parce que si ce n'est pas moi qui le fais, ça sera mal fait et je serai obligée de repasser derrière. Tout à fait, et je ne suis pas une bonne maman également. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut donc partager et en même temps les hommes apprennent aussi à prendre l'initiative sans attendre à être sollicités par leur épouse. Oui, c'est pas toujours évident de dire à monsieur, oui, alors pour toi je te laisse ces tâches-là et de ne pas culpabiliser un peu, de ne pas se dire oui, mais il va le faire à moitié ou pas correctement. Tout à fait, c'est-à-dire en même temps, il faut se détacher de toutes ces pensées reçues. Donc, il faut partager les tâches et en même temps, il faut accepter que l'autre fasse à sa manière. Même s'il ne fait pas aussi bien qu'elle a. Oui, parce que lâcher prise. Tout à fait, exactement. Très bien. Alors, comment matérialiser cette charge mentale? Quels sont les symptômes? Alors, en fait, Mounia, ça commence d'abord par des sentiments, un ressenti. Donc, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on sait qu'on souffre d'une charge mentale? Lorsqu'on commence à avoir ce sentiment de manquer de temps et de devoir faire plein de choses dans l'urgence, d'avoir cette impression d'être débordé, d'avoir mille et une choses à effectuer, donc de ne pas avoir une minute pour soi ou bien pour penser à soi. La personne, elle va faire toute une liste donc, de tâches et elle n'arrive jamais au bout et elle commence à se comparer aux autres et en parallèle, elle va culpabiliser de ne pas y arriver. Et après, donc, tout ce ressenti, tous ces sentiments, ils vont commencer à se répercuter sur le corps. Donc c'est un stress qui est vécu au quotidien et ce qu'on appelle lorsque le cerveau va épuiser le corps. Et là, on va assister à tout un cortège de symptômes qui est lié au stress. Donc, on peut avoir des migraines, des douleurs abdominales, des douleurs musculaires, de l'insomnie, les troubles de la concentration et aussi des éléments d'ordre émotionnel, une irritabilité, crise de colère. Et plus ce stress va persister, il devient chronique, là, on risque de faire le burn-out, donc ce moment où on craque sous la lourdeur des tâches, où on peut être complètement épuisé sur le plan physique et psychique, et là, on risque de déprimer, de perdre du plaisir et d'être dans un retrait total. D'accord. Et à quel moment on doit consulter? Dès qu'on se rend compte un peu qu'on est en charge mentale, on peut consulter déjà? Oui, tout à fait. Donc d'abord, il y a quelques conseils qu'on peut donc commencer à faire au quotidien. Et après, si on voit que ça nous dépasse, que ça ne répare rien, à ce moment, il faut se faire accompagner par un thérapeute pour être un peu coaché et améliorer la qualité de vie.
Très bien. Donc, je reviens aussi sur les témoignages. Alors, c'est Leïla qui nous écrit sur Facebook. Elle nous dit « Moi, ça m'agace toujours d'entendre que le conjoint est, entre guillemets, gentil parce qu'il, entre guillemets, aide sa femme pour la gestion du c'est la perception des choses. Oui. Donc tout est psychique, c'est-à-dire c'est le mental qui intervient. Au contraire, donc il faut être complémentaire, c'est-à-dire que le couple, il ne doit pas être dans la culpabilité ou bien dans la comparaison. Au contraire, donc c'est bien de s'entraider pour pouvoir gérer tout ça. D'accord, très bien. Donc je continue avec les témoignages. Alors c'est Ulfa qui nous dit « Je suis surbookée de 6h à 20h. Mon mari m'aiderait volontiers si je lui demandais, mais je ne demande pas. Je ne sais pas faire et lui, c'est un homme, ça ne lui vient pas spontanément. » C'est vrai que les hommes, ça ne vient pas spontanément. Il faut toujours leur rappeler, il faut toujours leur dire. Et on n'a pas forcément envie de leur dire parce que là, comme disait la première, on a l'impression de passer pour une enquiquineuse. Tout à fait. Donc on revient vers tous ces facteurs qui favorisent la charge mentale. C'est l'éducation, cette transmission, parce que les hommes, ils ne se sont pas habitués donc, à partager les tâches. Donc du coup, c'est nouveau pour eux. D'accord, très bien. Donc Amel aussi qui nous écrit « Afin d'alléger ma charge mentale en raison d'une famille nombreuse, j'ai pris l'habitude de me coucher le soir avec un papier et un stylo et je note ce que je ne dois pas oublier. Je suis tellement plus tranquille moralement. » Et un autre témoignage de Mariam, « Je suis la reine des listes. Pour mon organisation, les listes sont indispensables. Si je ne fais pas de liste, j'ai déjà essayé, j'ai l'impression d'avoir le disque dur et le cerveau plein. Et je n'arrive pas au bout de ce que je dois faire. » Alors, faire des listes, c'est une solution? En fait, faire des listes dans le sens où ça nous permet de gérer notre temps, c'est bien. Mais sans être dans cette anticipation mentale. C'est-à-dire, c'est un processus psychique qui est c'est-à-dire tout le temps en train de ruminer. Oui. C'est pour ça qu'ils sont dans l'épuisement moral. D'accord, très bien. Alors, quels sont... Avant de venir aux solutions, j'allais vous demander justement les solutions et tout ça, donc, mais avant de revenir aux solutions, c'est le regard de la société. Il pèse un petit peu lourd et il nous entraîne aussi dans ça, le regard de la société. Il joue un rôle. Tout à fait, Mounia. Donc, la charge mentale, elle n'est pas innée. Donc, elle est favorisée par plusieurs facteurs et le rôle de la société contribue également par ce conditionnement donc, qui se perpétue autant dans tous les foyers avec l'impératif d'une mère parfaite. Parfaite. Surtout qu'on doit être parfaite au boulot et à la maison. Tout à fait. Garder la maison propre, s'occuper des enfants, faire à manger, leur faire des activités, faire ce qu'on a à faire au travail aussi, toute une journée, c'est vraiment compliqué tout ça. C'est compliqué, c'est épuisant, c'est-à-dire on cherche toujours l'excellence éducative qui a été renforcée à cause de cette transmission de la société. D'accord. Et quelles sont les solutions? On arrive aux solutions surtout. Alors, pour les solutions, il faut d'abord apprendre à renoncer, de ne pas tout prendre en charge. C'est-à-dire apprendre à partager, à répartir les tâches domestiques entre tous les membres de la famille, c'est-à-dire y compris les enfants. Et pour cela, il faut absolument éviter de dire à votre conjoint qu'il est incapable, qu'il est maladroit, parce que plus vous le critiquez, plus il va lâcher prise très rapidement. Donc il est vraiment indispensable de communiquer tout en conservant l'estime de soi et le respect d'autrui. Il faut l'encourager. L'encourager. Ensuite, il faut donc essayer d'organiser des réunions en famille les week-ends parce que ça leur permet de se regrouper, donc de s'écouter les uns des autres, de dialoguer et en parallèle de répartir toutes ces obligations et les contraintes, bien sûr en faisant le point sur ce que chacun peut faire et aime faire. Et ça serait bien aussi de l'accompagner par un calendrier sur lequel on va donc lister toutes les tâches à effectuer et le coller sur le frigo, bien sûr à un endroit visible. Et comme je l'ai dit, il faut impliquer les enfants également dans la mesure où on sait qu'ils peuvent le faire. Des petites tâches légères. Des petites tâches, c'est-à-dire en fonction de l'âge. Par exemple, à l'âge de 2 ans, un enfant, il peut par exemple jeter les papiers dans la corbeille, la peau des bananes, il peut mettre les vêtements sales dans des corbeilles. C'est même amusant pour ces enfants. Tout à fait. Ça permet un partage, en même temps ça va l'occuper. À l'âge de 4 ans, par exemple, il peut ranger ses jouets, il peut aider à préparer la table. À l'âge de 6 ans, il peut s'habiller, il peut ranger sa chambre,
il peut préparer son sac de sport, son cartable, etc. En fait, Mounia, c'est tout le monde qui sera gagnant, c'est-à-dire ça permet d'alléger la charge mentale aux parents et les enfants, ça leur permet de gagner de l'autonomie, la responsabilité personnelle, parce que plus on fait à leur place, plus c'est l'estime de soi, la confiance en soi, la volonté, la persévérance, la prise d'initiative qui va être touchée. Et donc ça, c'est au niveau de la sphère familiale. Maintenant, au niveau du processus mental, la personne, elle doit apprendre à lâcher prise et accepter de ne pas être parfaite. On est des êtres humains, Mounia, on a le droit de fauter et ne pas être trop sévère envers soi-même. Ensuite, il faut donc apprendre à laisser la personne faire à sa manière, même s'il ne fait pas aussi bien que l'autre. Plus l'homme fait, et mieux il fera. Donc, essayez de baisser le niveau d'exigence, faites confiance et ne pas surtout refaire les tâches juste après. Et ben oui. Ça change rien du coup. Oui. Tout à fait, ça va encore la fatiguer, c'est-à-dire elle ne va pas sortir donc, de cette charge psychique et émotionnelle. Également, il faut revoir ses priorités, donc limiter donc, les exigences au quotidien et se détacher de toutes ces pensées reçues de notre environnement, de notre société. Et il faut savoir, parce que pour la femme, c'est un légitime souci de donner le meilleur d'elle pour son entourage. Moi, je dis oui, c'est bien de donner le meilleur de soi-même pour les gens qu'on aime, mais il faut savoir que la première responsabilité, elle commence d'abord vis-à-vis de soi. C'est vraiment important de prendre soin de soi parce que plus on est bien avec soi et on va bien donner et on va mieux gérer notre foyer. Bon, en parallèle, donc, on a un état, un ressenti interne qui est le stress, donc d'où l'intérêt d'apprendre à le libérer, à le gérer, donc en faisant une activité sportive de façon régulière, en s'accordant des pauses au cours de la journée, que ce soit au travail, que ce soit au foyer. Et moi, lorsque je leur dis de prendre des pauses, c'est de ne pas seulement faire reposer le corps, mais également l'esprit. C'est-à-dire, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, on conseille cette technique de la pleine conscience où la personne, elle doit lâcher prise, se détacher de ce qui s'est passé ou bien de ce qui va se passer et vivre pleinement l'instant présent, se concentrer sur sa respiration, sur ses sensations corporelles, etc. Donc, ça permet d'alléger et de se détacher des ruminations anxieuses. En parallèle, elle peut participer à des activités, à des loisirs, sortir avec des amis, ce qui permet de un peu sortir de notre routine quotidienne. Et en parallèle, ça permet de dédramatiser tous ces sujets qu'ils ont tendance à nous culpabiliser. Après, si la personne elle est au stade du burn-out, de dépression, et que tout ça ne va pas l'aider, elle peut se faire accompagner par des thérapeutes. Donc, pour moi, c'est très important, dès qu'on sent qu'on souffre de la charge parentale mentale, il est vraiment important, il est grand temps de tout mettre en œuvre pour y remédier afin de conserver l'harmonie de la famille et surtout la vie de couple. Tout à fait. Exactement, parce que la vie de couple prend un coup. Forcément, parce qu'on se retrouve forcément à faire des reproches à l'autre et c'est pas très bon pour le couple. Exactement, ça va dégrader les liens. Très bien. Donc un petit récapitulatif. Alors, quels sont les signes qui doivent nous alerter pour aller consulter? Voilà. Donc, c'est d'abord le burn-out, c'est-à-dire l'épuisement donc total, où on commence même à sentir que les week-ends, que les repos, les vacances ne suffisent plus pour alléger cette fatigue. Donc, même après le week-end, on se sent encore fatigué. Au réveil au matin, on est déjà, dès le réveil, on est fatigué. Fatigué et dégoûté. Donc, on commence à être dans le retrait, donc on va avoir des réactions un peu, je dirais, d'une irritabilité, d'agressivité. On perd aussi le plaisir, donc c'est-à-dire l'intérêt qu'on portait pour des choses qui nous faisaient plaisir, il va diminuer. D'accord, très bien. Donc, on lâche prise. Il faut lâcher prise. Les solutions, c'est lâcher prise, déléguer. Voilà, et avoir confiance en soi et partager. Partage avec les enfants. Dans le couple et avec les enfants. Très bien. En tout cas, c'était très intéressant. Merci encore, Dr Intisar Lazouli. Vous êtes psychiatre et vous étiez aujourd'hui ici pour parler de la charge mentale et du burn-out parental. Merci. Merci à vous, Mounia aussi. Et tout de suite, nous passons à la rubrique Conseils pratiques. Alors, conseil pratique aujourd'hui, nous allons parler de lecture pour enfants. Quel livre pour quel âge? Avec nous, Madame Dalila Boumrar Amerlein, vous êtes autrice de livres pour enfants. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Oui, effectivement, je suis autrice de livres pour enfants.
J'écris depuis de nombreuses années. Mais le premier livre que j'ai écrit a été sorti chez Alpha Éditions. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait rencontrer d'autres maisons d'édition. Et là, bien sûr, il y a des livres qui sont sortis pour... Alors, vos livres sont destinés à quelle tranche d'âge en général? Entre 7 et 10 ans à peu près, jusqu'à... Ça dépend l'aptitude de l'enfant à lire. Il y a des enfants qui lisent beaucoup plus vite que d'autres. Et il y a des enfants qui sont précoces et d'autres non. Donc, lorsque, à la maison, on leur a inculqué le culte de la lecture, à ce moment-là, ils lisent très très bien. À 6 ans, même 7 ans, ils peuvent lire. C'est une habitude qu'il faut inculquer dès le jeune âge, oui, à votre avis? Je pense. À quel moment commencer à lire on peut commencer à lire à l'enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Oui. Parce qu'il y a des médecins, il a été prouvé que l'enfant entendait. Oui. Il reconnaissait le son de la voix de sa maman, même celui de son papa, mais au fur et à mesure, lorsqu'on lui lit des histoires ou qu'on lui fait entendre de la musique, il s'habitue à cette mélodie et après, tout devient facile. Oui, même à la naissance, déjà, il aura déjà... Exactement. Voilà, il aura déjà eu de la lecture. Acquis le réflexe, voilà, déjà, très bien. Oui. Donc, on va parler d'abord de vos livres. J'en ai un, justement, ici, c'est Les aventures de Kipik le hérisson. Kipik a une nouvelle amie. Oui. Alors, c'est celui-là, je ne sais pas si on pourra le voir sur l'écran. On voit d'autres. Donc, c'est écrit en français et traduit. En français et a été traduit en arabe, oui. Voilà. Il y a plusieurs. Il y a les amis, Kipik et ses amis, Kipik et Barbousse le sanglier. Très bien. Kipik et l'étang aux grenouilles. Et puis, il y a aussi Flocon. Flocon le mouton. Flocon le mouton. Le mouton, oui. Alors, comment vous vient l'inspiration? Il y a aussi celui-là, Je découvre mon pays. Oui, celui-là, il a été sorti par mois, uniquement par mois, parce que on me l'a refusé partout. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que je suis en rupture de stock et je suis obligée d'en sortir d'autres. Bon, mais il est vraiment bien, il est très bien fait. Il parle de Alger. Alger, d'accord. Alors, tout ce qu'il y a à Alger. L'histoire de la Casbah, la Darb Abdelatif, le musée du Mama, un peu de tout. Je fais une promenade. Une promenade, c'est Amina qui habite Alger, qui reçoit son cousin Samir de Marseille et qui lui fait découvrir Alger. Voilà. Donc c'est juste une promenade et où on fait découvrir aux enfants tout ce qu'on peut trouver dans la capitale. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire lire ou qu'est-ce qu'on pourrait lire comme histoire? On se pose souvent des questions. Peut-être que cette histoire, il est trop jeune pour ce genre d'histoire. Écoutez, je vais vous dire une chose. Non. Oui. On peut tout lire à un enfant. On peut tout lire. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'un enfant possède de connaissances. On peut tout lire à un enfant. Une fois, il y a une maman qui est venue voir, elle m'a dit « Mon fils ne peut pas lire, il n'a pas envie de lire ». Je lui ai dit « Il faut créer l'envie de lire ». Il aime quoi, votre fils? Il aime le football? Cherchez des articles, cherchez des revues sur le football et donnez-lui à lire. Et lorsqu'il aura fini, demandez-lui de vous faire un résumé. Et là... Et puis, après, vous pourrez introduire d'autres sujets. C'est comme ça qu'on amène l'enfant à la lecture. Avec des sujets qu'il passionne déjà au départ. Voilà. Au départ, il faut l'attirer. C'est comme on attire les mouches avec le miel. Il faut l'attirer. Et ensuite, après, ça devient un réflexe. Donc, on pourrait lire de la poésie. De la poésie, justement. J'ai fait de la poésie pour enfants, avec des petites histoires. Des petites histoires, voilà, des petites très, très, très rigolotes, où l'enfant peut se retrouver, où l'enfant... Et pourquoi poésie? Parce qu'il n'y a pas assez de poésie dans les classes. Oui. Je ne sais pas maintenant ce qu'ils font réellement. Nous, on avait beaucoup de poésie dans notre programme. Maintenant, je ne sais pas. Et là, c'est pour essayer de les ramener à la poésie. Est-ce qu'on peut aussi les attirer par la couverture du livre, par les dessins? Bien sûr, par les dessins, par la couverture. Regardez le travail admirable qu'ils ont fait là. Mais j'aimerais dire quelque chose. On nous ramène des livres de l'étranger qui sont très chers. Oui. Mais pourquoi ne pas encourager nos propres valeurs, nos propres auteurs? Je connais pas mal d'auteurs qui ne sont pas édités et qui écrivent des histoires magnifiques. Pourquoi ne pas? C'est vrai que l'édition,
c'est difficile, surtout avec le Covid et tout, mais on peut toujours essayer de trouver quelque chose pour éditer un livre pour enfants, parce que c'est très gratifiant. Ça serait bien aussi de créer des clubs de lecture pour les enfants. Clubs de lecture. J'ai été invitée il n'y a pas longtemps à Bertuta, où ils ont créé un livre de lecture dans une école privée, et j'ai fait la lecture pour les enfants. Ils ont acheté, je ne sais pas, presque tous mes livres. Ça va très bien. Donc, on sait, c'est vrai que dans les écoles privées ou peut-être dans les crèches aussi, on apprend ce genre de choses aux enfants très jeunes. On leur apprend déjà, on fait des petites séances de lecture. Et puis il y a aussi à la maison, on peut aussi se mettre à lire les histoires, l'histoire avant de dormir. La séance du rituel du soir. Oui, le rituel du soir. Voilà, ne serait-ce qu'une page. Oui. Ne serait-ce qu'une page, et lui le laisser en haleine pour le lendemain. Ah, demain, je te raconterai la suite. Et comme ça, et comme ça, et comme ça, et ça finit par aboutir. C'est vrai que ce sont de bonnes habitudes. C'est toujours mieux que de leur donner un téléphone ou une tablette. C'est une meilleure habitude. Oui. Il n'y a pas mieux que le livre déjà. Et moi, j'ai vu aussi dans les salons du livre et tout, et ils achètent pas de livres, ils achètent des jouets, ils achètent des trucs comme ça, ils n'achètent pas de livres, alors que le livre apporte énormément de choses. Il leur apporte déjà la grammaire, le vocabulaire, je ne sais pas, la facilité de pouvoir écrire plus tard, et il développe l'imagination. L'imagination surtout. J'ai vu, il y a des auteurs de 16 ans maintenant. Oui, c'est magnifique. Très jeunes auteurs chez nous, de très jeunes auteurs, c'est magnifique. Mais comment en sont-ils arrivés là? Par la lecture. Parce qu'ils ont beaucoup lu. Voilà. Parce que s'ils n'avaient pas lu, je ne pense pas qu'ils auraient pu avoir cette maîtrise de la langue. Que ce soit en arabe, ou en anglais, ou en français, ou n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Les bienfaits de la lecture? Les bienfaits de la lecture sont énormes. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite, et ce n'est pas précis dans le temps. C'est franchement, tout au long de la vie. Et moi, mes filles lisent, et jusqu'à présent, elles sont mamans, elles lisent toujours. Et vos petits-enfants aussi lisent? Ouais, mes petits-enfants, ils adorent la lecture. Ils adorent ils ont plein de livres à la maison, énormément de livres à la maison. Vous faites des séances de lecture? Et moi, je leur en achète tout le temps, parce que il faut développer ce sens de la lecture chez l'enfant, parce qu'il peut le mener très loin. Et lui, déjà, la langue française, bon, je ne parle pas de la langue arabe, parce que moi, j'ai été dans un lycée français, donc j'ai eu 2 heures d'arabe par semaine, donc j'ai été lésée de ce côté-là. Oui. Et la langue française, je l'ai réinculqué la langue française. J'ai une fille qui a fait Bebzouar, c'était en français, alors que toutes ses études avaient été en arabe, et elle s'en est sortie grâce à ça. Elle s'en est sortie grâce à ça, parce que ses copines pataugeaient. Parce qu'elles ne connaissaient pas la langue française. Il faut apprendre toutes les langues. Toutes les langues, oui. Toutes les langues sont intéressantes. Autant de langues que l'on peut. Toutes les langues. Et la lecture aide beaucoup à apprendre... Ah oui. La lecture aide beaucoup. Il faut essayer de faire... Il faut créer, moi je pense ici, il faut créer des bibliothèques dans les écoles, dans les villes, dans les villages. Il faut créer des clubs de lecture. Il faut faire beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien participer à ce genre de choses et créer des choses. Quand on m'appelle, je vais essayer de créer des choses. Il faut avoir aussi de bonnes habitudes, de sortir, acheter des livres déjà, au lieu de sortir, acheter des jouets. Ils ne sont pas à des prix exorbitants. Bon, celui-là, il est un peu cher parce que je l'ai fait seul. Mais s'il avait été sorti par une maison d'édition, il serait beaucoup moins cher. On aurait sorti 3 000 ou 4 000. Moi, j'en ai pu qu'en sortir 300. Donc, c'est normal. Oui. C'est pas... Avoir un livre, et je vais vous parler de mon dernier projet. Ça, ce sont des photos d'enfants hospitalisés. D'accord. Alors, c'est des dessins. Voilà, ce sont des dessins que des enfants malades ont fait. D'accord. Et j'ai épousé le projet de faire pour chaque dessin un poème. Un poème. Et alors, vous restez. Donnez-moi. Je vais montrer les dessins. Voilà, comme ceci. Donc, chaque enfant a fait un dessin. Chaque dessin, je lui ai attribué un poème. J'ai essayé de me mettre vraiment dans la peau de l'enfant, ressenti qu'il Comment ça s'est passé? Vous avez passé un moment avec eux. Déjà avant, j'avais été au CPMC voir les enfants cancéreux et tout. J'avais essayé de faire des choses avec eux. Et là, j'ai voulu faire ça.
Et maintenant, je suis en train de travailler avec un monsieur qui me fait la conception du livre et essayer de le faire sortir. Et j'aimerais sensibiliser les gens parce que ce livre-là, moi, je le fais gratuitement. Et l'argent qui sera récolté, ça sera pour acheter des choses pour les enfants malades. Je voudrais essayer d'acheter le maximum des livres, des tablettes, de tout ce qu'on pourra ramasser dans les limites de ce que nous allons ramasser. Pour que les gens, lorsqu'ils le trouveront, puissent l'acheter. Donc, vous êtes en train justement de le faire, ce livre. Oui. Donc, vous avez passé un moment avec ces enfants. Oui. Vous vous êtes inspiré de ces moments-là pour écrire... de leur ressenti, de ce qu'ils ont. Est-ce que je peux vous en lire au moins un? Il est court. D'accord. C'est celui du pays. Attendez. Parce que le pays, c'est important. Le patriotisme, c'est important. Donc, voilà, je vous passe votre livre. Je suis désolée, je vais chercher un peu parce que... Attendez, je sais même pas où il est. Donc, un poème qui Un poème sur mon pays, parce qu'il a dessiné un drapeau. Il a dessiné le drapeau de l'Algérie, voilà. Un drapeau, un pays. Oui. Allongé sur mon lit d'hôpital, je songe à mon beau pays. Je voudrais courir le long des grèves et plonger au fond de l'eau bleue, respirer le parfum des roses et manger les fruits du verger. Je voudrais planter un drapeau sur le lit de ma destinée. Je voudrais chanter sur les toits tout l'amour que je te porte, mais je ne peux que dessiner cette image que je t'offre, mon beau pays, Algérie. Pardon. Merci. Merci. Voilà, c'est tout. J'imagine que ça n'a pas été facile, c'est vrai, de travailler avec ces enfants qui sont un peu malades. Mais c'est très gratifiant, c'est très, très nourrissant. Vous vous nourrissez. Pourquoi j'écris? On m'a dit, pourquoi tu ne fais pas un roman? Je leur ai dit, un roman, vous le prenez, vous le lisez, vous le jetez. Mais ça reste dans les prés des enfants. Il y a une dame qui m'a dit une fois... Ça marque leur vie aussi. Oui, il y a une dame qui m'a dit une fois, ma fille ne peut pas dormir sans un de vos livres. Vous savez, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un auteur. Donc voilà, c'est ça. Il faut essayer d'encourager les gens à écrire, d'encourager les jeunes et de promouvoir la lecture. Très bien. Merci encore. Merci, je vous en prie. Madame Dalila Boumrar Amerlein, autrice de livres pour enfants, vous étiez notre invitée. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et tout de suite, nous passons à l'info de la semaine avec Leïla Djabour. Et tout de suite, place à l'info de la semaine avec Leïla Djabour. Bonsoir Mounia, bonsoir aux chers téléspectateurs. Ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Alors, présentez-nous vos invités. Alors, nous allons parler de la fondation Nesl Khair, qui était auparavant un groupe de bénévoles engagés dans l'action sociale, mais également dans la protection de l'environnement. Avec nous ce soir, Kenza Nchar, qui est directrice donc, de recherche et développement au sein de la fondation Nesl Khair. Bonsoir Kenza. Bonsoir Leïla, bonsoir. Merci pour cette belle invitation. Eh bien, on est ravis. Et vous êtes accompagnée de Toufiq Bouzidi, qui est gouverneur national chargé des personnes aux besoins spécifiques. Bonsoir Toufiq. Bonsoir, je vous remercie de l'invitation. On est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Et il faut dire que depuis 2019, la Fondation Nesl Khair s'est dotée d'un département qui est chargé donc, des personnes aux besoins spécifiques, dont Toufiq Bouzidi est le gouverneur national. Alors, vous faites énormément d'activités. On essaie de faire des programmes pour promouvoir les problèmes des handicapés nationaux, c'est que l'emploi, le travail, la pension, etc. Donc voilà, ils mettent en avant les problèmes que rencontrent donc, les personnes à besoins spécifiques, à mobilité réduite aussi. Il y a les pensions, il y a également l'employabilité. Il faut savoir que les handicapés peinent à trouver des emplois encore en 2021 et malgré toutes ces lois qui sont sur le journal officiel. Kenza Nchar, vous vous occupez également des activités. Il faut savoir qu'il y a énormément d'activités et on en est où au niveau donc, des personnes à mobilité réduite? Merci Leïla. Donc, comme vous l'avez si bien dit, donc nous avions commencé par l'humanitaire, l'environnemental et le sociétal. Par la suite, la question des personnes en situation de handicap était
était clair qu'il fallait absolument mettre une personne qui, d'abord, une concernée par cette situation-là, qui, elle, œuvre pour cette cause-là. Donc Tawfiq Bouzidi, depuis 2019, il est avec nous. Donc, justement, les activités qu'on fait, c'est l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc, les premiers besoins, donc les premières nécessités, telles que tout ce qui est fauteuil roulant, médicaments, tout ce qui est matériel, le matériel qui est là pour qui est nécessaire pour les personnes en situation de handicap. Et puis, il faut savoir que souvent, les personnes en situation de handicap, c'est des pères de famille, c'est des mamans, c'est des enfants. Donc là, ce qu'on fait, c'est aussi les couffins pour ces familles-là. Et puis encore, on œuvre pour leur insertion professionnelle. C'est-à-dire que notre vision, le handicap, ce n'est pas la personne en soi, c'est cette vision qu'on a, c'est cette façon de voir les personnes en situation de handicap. C'est ça qui est le réel handicap. Sinon, tel que Tawfiq, il est bien à côté de nous. Il est le responsable des personnes en situation de handicap sur l'échelle nationale. Donc, il a toutes ses facultés pour construire de très beaux projets. Parfois même, les autres membres, les autres jeunes sont un petit peu jaloux parce qu'il apporte toujours de l'innovation dans les différents projets qu'il apporte. Il a relevé le problème des 1% qui n'est toujours pas respecté au sein des entreprises. On n'arrive toujours pas... 1% est non applicable. Même le 1%, il n'est pas encore applicable partout dans toutes les entreprises. Un appel au pouvoir public, c'est de revaloriser les problèmes. Le handicapé, c'est pas le 14 mars, le 3 décembre. C'est handicapé, il faut le prendre 365 jours. 5 jours. On regarde toute l'année. Donc, il faut réfléchir à valoriser les mécanismes de tous. Quels sont les mécanismes? La problématique des personnes handicapées. Mais en 2021, je prends en sérieux les problèmes des handicapés. Les handicapés doivent se prendre en charge et le gouvernement doit accompagner cette catégorie. Catégorie pour survenir à une réinsertion directement. Il ne faut pas faire de l'assistanat. Il faut donner la possibilité à rechercher et se prendre en charge. Alors, justement, il le disait il y a quelques instants, les personnes à mobilité réduite et à besoins spécifiques, ce n'est pas juste le 14 mars, parce que le 14 mars, on distribue des chaises, on fait des activités, on en parle, on essaye d'apporter des modifications aux lois, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait réellement sur le terrain? Alors, il faut savoir que, par exemple, parlons aussi de la pension alimentaire, de cette pension pour les personnes en situation de handicap. Cette pension-là de 10 000 dinars, c'est seulement pour les personnes qui sont handicapées à 100%. Une personne à handicap à 100%, c'est ceux qui ont un minimum de 2 handicaps, c'est-à-dire moteur ou autre. Et donc, tout le reste des autres personnes en situation de handicap, ça on a toute une population qui est justement très atteinte. Mais par contre là, c'est là où intervient un petit peu le rôle de la société civile. C'est vrai qu'il y a des textes de loi, c'est vrai qu'il y a même des dispositifs pour les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, même nous avons eu ce projet-là, c'était avec le ministère de la Solidarité. Nous connaissons les personnes qui sont en situation de handicap et qui ont peut-être des petites
des potentiels, des petites mawhiba, comment on dit, des passions, des savoir-faire. Oui. Et là, il y a des dispositifs d'attribution de microcrédits, justement pour ces personnes-là. Donc, c'est vrai qu'il y a des textes qui ne sont pas appliqués, mais il y a aussi qu'il faut les appliquer. Il y a 18 dispositions 18 différentes dispositions pour les personnes en situation de handicap qui ne sont pas totalement appliquées. Je parlerai de l'accessibilité, je parlerai aussi de cette pension des 1% justement dans les entreprises. Et donc le rôle de la société civile, c'est d'en parler, tel qu'on en parle aujourd'hui sur ces plateaux-là, mais aussi parfois c'est d'informer le citoyen. Ouais. Souvent, il y a des dispositifs où le citoyen ne connaît pas. Déjà qu'on n'a pas cette culture d'aller vers la recherche de l'information. Et donc nous, en tant que société civile, si vous voulez, on est un petit peu le lien entre ces familles-là et les pouvoirs publics. Parlons de liens et on va essayer de faire avancer les choses à travers les comités de wilaya qui vont pouvoir aussi aider puisqu'ils vont être installés dans quelques temps. Je pense que c'est aussi un rôle, ils ont aussi un rôle important. Toute connexion, toute collaboration n'est que bénéfique justement pour apporter un réel impact et un réel changement. Quand on parle toute collaboration, certes, il y a ces dispositions, il y a ces textes, il y a des dispositifs mis par l'État, mais il y a aussi la responsabilité sociale des entreprises. Hein. Il y a une très très grande discrimination pour les personnes en situation de handicap en entreprise, même pour ceux qui y travaillent. Mais c'est vrai qu'il y a un très très gros travail à faire sur nous-mêmes, nous, en tant que citoyens, pour les personnes justement en situation de handicap. Et on parlerait de tout type d'handicap. Vous savez, je parlerai par exemple pour les personnes sourdes, malentendantes. Oui, les sourds et muets, et c'est l'un des handicaps les plus difficiles parce qu'ils sont complètement isolés, malgré qu'ils ont toutes leurs difficultés. Donc c'est souvent très difficile de convaincre ou encore que l'entreprise accepte de faire employer quelqu'un qui a 2 sens ou un sens en moins, pourtant tous les autres sens, que ce soit surtout on parlerait de l'emploi des personnes en situation de handicap, surtout les emplois exécutifs, c'est-à-dire on ne demande pas beaucoup de réflexion autre. Hein. C'est par exemple que ce soit par exemple pour le nettoyage, pour le jardinage, pour voilà des fonctions très 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 faciles et l'entreprise souvent peine à trouver des personnes employées. Or que si elle réfléchit juste à employer une personne en situation de handicap, eh ben, elle contribuerait beaucoup à l'évolution de cette population. Donc il y a encore un travail à faire sur l'employabilité. Il y a un travail énorme à faire de sensibilisation, de communication. Parce que la communication est importante. Il faut savoir communiquer. Malheureusement, tu le fais très bien en tout cas, de fait. C'est ce que j'allais lui dire. Il communique très bien. D'ailleurs, vous communiquez. Donc, il faut, c'est cela que j'essaierai à vous mettre l'accent sur un nouveau département et de réfléchir à aider les handicapés. Je remercie beaucoup parce que c'est une équipe qui suffisait m'a faire et rassembler. Il veut donner un nouveau souffle aux personnes handicapées et on essaie de réfléchir à travers pour des projets pour donner la chance aux handicapés qui se prennent en charge. Oui. En fait, le but est d'arrêter de les assister. C'est ce que dit Tawfir Bouzidi. À travers le système doit disparaître. Effectivement. On doit se prendre en charge personnellement. On n'a pas besoin de misère. Je veux dire, c'est mon fort
il ne faut pas être misérable. C'est le cas aujourd'hui. Je lance un appel au pouvoir public, essayer de réfléchir à créer un secrétariat d'État aux personnes handicapées parce que la solidarité ne peut pas se prendre en charge la question des handicapés. Voilà. C'est dans le programme du gouvernement, mais elle est ailleurs et absente. Oui. En tout cas, le message est passé, Toufer Bouzidi, qu'il y ait voilà, un secrétariat spécialement chargé pour les besoins spécifiques. Voilà. Et vous communiquez également sur les réseaux sociaux, puisque Nas Khair, s'il y a des appels lancés par les citoyens qui souhaitent être pris en charge, voilà, vous êtes là pour communiquer Exactement. Donc on communique sur le fait qu'on a tout le temps besoin des chaises roulantes et de tout matériel pour cela. Et puis aussi on encourage vivement que les entreprises regardent un peu avec un moins de discrimination pour ces personnes en situation de handicap, parce qu'ils sentent une vraie valeur ajoutée dans la société. À la société, il faut le rappeler. Merci beaucoup, Kenzan Char. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche et de développement au sein de Nas Khair. Merci beaucoup à vous, Toufer Bouzidi. Vous êtes gouverneur central au sein de ce département qui est chargé des personnes à besoins spécifiques. Voilà, Mounia, pour l'info de la semaine. Très bien, merci Léla. En tout cas, voilà, c'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.